bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence InstaFac sur les études en sciences sanitaires et sociales. Donc je vais vous présenter tous les intervenants. C'est pas très poli, je vais commencer par moi. Donc je suis Valérie Dormocrage, chargée d'orientation au sein de Cap Avenir. Cap Avenir étant le service d'information, d'orientation, d'accompagnement et d'aide à la création d'entreprises pour les étudiants. Donc on a pour mission à Cap Avenir d'aider tous les étudiants de l'université à s'orienter ou se réorienter, le cas échéant, pendant leurs études. Mais quand je dis s'orienter, c'est les aider à identifier un peu plus précisément leur parcours tout au long de leur première année, deuxième année, troisième année. C'est un travail en cohérence avec le travail que font les enseignants. Et puis, on a pour mission aussi d'organiser tout un tas de manifestations, y compris celle-ci, pour faire découvrir l'université aux lycéens et aux futurs étudiants. C'est la raison pour laquelle on a organisé cette conférence ce soir. Voilà, donc en fin de conférence, je vous présenterai des petits outils que vous pouvez trouver en tant que futur étudiant sur le site de Cap Avenir et qui peuvent peut-être vous intéresser, donc je vous présenterai ça. Alors, nous avons Monsieur Braverman, j'espère que je le prononce bien, donc qui est enseignant sur la licence sciences sanitaires et sociales et qui va vous faire une présentation de la licence. Nous aurons également avec nous deux étudiants, donc Thyssen qui est ici présente, qui est en deuxième année, c'est ça? En deuxième année de licence sciences sanitaires et sociales, et tout à l'heure Sofiane, vers 17h30, nous rejoindra. Elle est en troisième année et elles vous apporteront leur témoignage sur leurs études, comment leurs projets, les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, les solutions qu'elles ont pu trouver, ce qui leur plaît dans leur licence. Donc voilà, ce sera l'occasion pour vous de poser vos questions, bien évidemment, tout au long de cette conférence, vos questions aussi bien à M. Braverman que aux étudiantes ou à moi-même, bien évidemment. Voilà. Donc, cette conférence est filmée. Vous n'êtes pas filmé, je tiens à vous rassurer. Ce qui vous permettra de la retrouver sur le site de Cap Avenir. Je vous montrerai tout à l'heure où, si toutefois il y a des informations que vous voudriez revoir, que vous ne notez pas tout, et ben vous retrouverez ça sur le site de Cap Avenir. Voilà, je cède la parole à Monsieur Braverman. Et n'hésitez pas tout au long de la séance, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main, comme ça on vous verra bien. Et la seule chose, c'est qu'il faudra poser vos questions dans les micros pour que quand on filme, on entende bien vos questions. Je vais également vous faire passer une petite feuille de présence sur laquelle vous allez pouvoir signer. Il n'y a aucun engagement là-dedans, c'est juste pour nous permettre de voir qui est venu et puis pour vous envoyer un petit questionnaire à l'issue de la séance. Voilà, je cède la parole à M. Braverman. Merci. Bonjour à vous, bonne année, meilleurs vœux. Donc moi je suis Louis Braverman. Je suis maître de conférence en sociologie, c'est-à-dire le prof de socio. Le seul sociologue vraiment de la faculté de médecine, vu que vous trouverez les sociologues plutôt en fac de lettres. Et je suis responsable de la licence sciences sanitaires et sociales, dont je vais parler aujourd'hui. Donc responsable de la L1, la L2, la L3, on se répartit les rôles. Il y a d'autres enseignants qui sont responsables de L1 et L2, moi plus spécifiquement L3, mais je chapeaute aussi la filière, donc l'ensemble de la licence. Voilà. Juste une petite précision, L1, L2, L3, ça signifie première année, deuxième année, troisième année. Okay. Excusez-moi. Oui. Il y a autre chose qui va troubler l'enregistrement et qui nous semble important, c'est de faire un rapide tour de table, vu qu'on n'est que 7 binômes, et ça me permettra moi d'ajuster peut-être mon propos.
d'ajuster mon propos à vos attentes ou vos besoins éventuels. Est-ce que vous voulez bien prendre la parole avec ou sans micro? Je crois que ça sera coupé éventuellement à l'enregistrement. Donc, allez-y, vous pouvez commencer par le premier rang, s'il vous plaît. Moi, du coup, je m'appelle Candice. Je suis en terminale générale. Et ouais, un intérêt particulier, pourquoi vous êtes là, peu importe, hein, ça peut suffire. Je m'intéresse un peu à la sociologie et j'aimerais peut-être faire un métier qui serait dans le paramédical éventuellement. Donc voilà. C'est bien. Merci. Derrière. Moi, je m'appelle Bleuen, je suis en première générale et je fais aussi ce que je m'intéresse à découvrir un peu l'orientation et au métier aussi de sanitaire sociale, comme par exemple orthophonie, paramédical. Merci. Derrière vous. Bonjour, moi c'est Lily Rose. Je suis en première spécialisée sur sciences technologiques, santé sociale. Et je suis venue ici pour élargir mes connaissances sur sanitaire et social et pour savoir ce que j'aimerais faire après le bac. Okay. Tout en haut. Bonjour, moi c'est Malik, je suis en terminale générale et je suis venue ici pour découvrir un peu les licences qui tournent autour de la sociologie, etc. Okay. Bienvenue. Allez-y. Je m'appelle Morgane, je suis en terminale générale et c'est pareil, je suis venue ici pour découvrir un peu les licences autour des métiers sociaux. Très bien. Moi c'est Léa et je suis en première générale et je suis venue ici aussi pour la même raison, pour découvrir un peu ce qu'il y a comme licence en sociologie, puisque c'est pas vraiment ce que je veux faire plus tard, mais j'adore le domaine du social. Ok. Moi, je m'appelle Cadette et je suis en terminale générale ici. Mais je suis plus ici dans le contexte de vouloir poursuivre sur une base l'année prochaine. Et j'ai vu que les sciences sanitaires et sociales faisaient partie des meilleures possibles. Merci à vous toutes pour ce rapide tour de table. Donc, voilà, c'était pas plus que ça, hein. Ça me permet de situer votre position, peut-être vos attentes, afin d'ajuster mon propos, comme je le disais. Et je peux commencer par deux, trois choses qui permettent bon, déjà, un premier constat, c'est qu'il y a un public un peu hétérogène, des personnes, des étudiants, des élèves de première qui anticipent, d'autres qui ont une idée un peu plus précise sur leur orientation, qui voudraient des précisions sur la licence, et d'autres sur la question d'un mineur pour un accès en santé, concours de médecine. Voilà, je reviendrai un peu sur ces différents éléments. Il y a autre chose qui est important de vous signaler, on peut commencer par ça. C'est que le tour de table, vous l'avez remarqué, peut-être pas, hein, mais c'est que vous êtes 14 femmes. La licence sciences sanitaires et sociales, c'est une licence très féminisée, c'est-à-dire qu'il y a plus de 90% d'étudiantes. Est-ce que vous avez une idée pourquoi ? Parce que la femme aurait plus d'empathie et serait plus axée à s'occuper des autres, à vouloir travailler dans le lien social. Oui, en partie, c'est une partie de la réponse, c'est juste que il y a des secteurs du monde du travail qui sont particulièrement genrés, et donc les métiers du soin, de l'aide, du care, du secteur social aussi, sont particulièrement féminisés, donc c'est juste, donc là il n'y a pas de surprise, et ça se retrouve au niveau des études, c'est vrai que c'est une partie de la réponse, donc une évolution qui est lente. Ça me vaut pour les étudiants, mais pour les parents, on peut se poser, vous poserez la question de la place des parents pour l'orientation, c'est-à-dire qui va se préoccuper de l'orientation de ces enfants, ou lequel de mes parents va plutôt m'aider à m'accompagner dans les questionnements d'orientation. Donc je laisse là sous
sous forme de questions, hein, cette première introduction, mais vous voyez, moi je suis sociologue et donc c'est les remarques que je me pose a priori, c'est ça. Je reviens donc à la licence sciences sanitaires et sociales. On peut ajouter des choses. Donc vous l'avez compris, c'est une licence qui se déroule en 3 ans, licence 1, licence 2, licence 3, qui est basée sur, qui n'est pas une licence, on peut commencer aussi par l'idée que ce n'est pas une licence qui est professionnelle, c'est-à-dire que ça ne nous mène pas directement à un emploi, à une profession. C'est la grande différence par rapport à une orientation qui serait, par exemple, en école d'infirmière ou pour faire orthophoniste, par exemple. Donc, vous posez la question à ce stade-là, et c'est logique, effectivement, ça c'est la grande différence. Si vous entrez, vous passez le concours d'orthophoniste, vous faites les études d'orthophoniste, à la fin, vous êtes orthophoniste. Pareil pour une école d'infirmière. Ici, en sciences sanitaires et sociales, ce n'est pas directement professionnalisant, c'est-à-dire que ça n'ouvre pas sur un métier spécifique, mais un large éventail de possibles, sur lequel on reviendra. Donc voilà, je reviens sur la licence avant de discuter les débouchés éventuels. C'est donc une formation généraliste, pluridisciplinaire, centrée sur les enjeux sociaux et de santé publique. C'est vraiment une licence dans laquelle vous aurez différentes disciplines qui seront enseignées, qui tournent autour de la santé publique. Voilà, je me répète un peu, mais donc ça peut être bien sûr de la biologie, de l'économie, du droit, des langues, de la sociologie, avec à chaque fois une finalité qui est de questionner les questions de santé publique. Ça s'organise sur 3 ans et de manière classique, comme toutes les licences à l'UBO, c'est organisé par semestre, donc 2 semestres par année, 30 ECTS à valider par année et un total donc de 180 ECTS à valider. Est-ce qu'on peut juste préciser ce que c'est les ECTS? Je vous laisse faire, du coup, vous serez... Alors, en fait, les ECTS, ce sont des crédits, c'est-à-dire qu'à chaque unité d'enseignement sont affectés un certain nombre de crédits, donc 30 maximum. Et pour pouvoir valider une année, en fait, il faut valider des crédits. Et l'intérêt de ces crédits, c'est qu'ils sont valables partout dans l'Union européenne. C'est-à-dire, enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais ce n'est pas simplement une reconnaissance au niveau national, c'est une reconnaissance au niveau européen. Voilà. Et donc, pour valider une année, vous l'aurez compris, il faut valider 60 ECTS, je vais faire, voilà. Et de manière aussi classique à l'UBO, il y a un système de compensation, c'est-à-dire que si vous n'avez pas tous vos ECTS au premier semestre, vous pouvez compenser. Si vous avez une meilleure moyenne au second semestre, ça se compense. Voilà, un système de compensation au sein d'une année seulement, c'est-à-dire que pour passer à l'année suivante, il faut, dans la majorité des cas, sauf exception, on va revenir si besoin, mais c'est des détails, il faut donc valider les 60 ECTS pour avoir l'année, donc avoir la moyenne sur les 2 semestres. Voilà. Chaque semestre est composé d'UE majeurs et mineurs, et donc qui ont plus ou moins de poids dans la moyenne générale, on va dire comme ça. Je donnerai des exemples après de cours qui sont enseignés en UE majeur et en mineur, mais classiquement, on va retrouver plutôt des UE majeurs vraiment santé publique ou biologie, des UE majeurs, et des UE mineurs plutôt communication ou langue, par exemple. Donc, dans la licence sciences sanitaires et sociales, il n'y a que l'anglais qui est proposé comme langue, qui est donc pratiqué à chaque semestre. L'objectif de la formation, pour le dire en quelques mots, c'est de disposer des outils nécessaires pour comprendre le fonctionnement des organisations, des politiques publiques,
du monde du travail, dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Vous voyez, c'est assez général, mais on va aborder donc des questions de santé au travail, de prévention, de la promotion de la santé, d'intervention sociale, du travail médical, un ensemble d'objets qui donc sont liés à la santé publique. On peut diviser les compétences qui sont développées en trois parties, en trois thèmes, des compétences générales, des compétences transversales et des compétences polyvalentes. Donc les compétences générales, vous voyez, c'est lié aux disciplines qui peuvent être les suivantes, la biologie, le droit, les sciences sociales, l'économie, la gestion, les politiques publiques, la démographie. Des compétences transversales qui touchent donc plusieurs disciplines. La santé publique, voilà, c'est justement voilà, quelque chose de pluridisciplinaire. On peut faire la santé publique à partir d'un point de vue d'économiste, d'anthropologue, d'épidémiologie. Pareil pour la santé au travail, pour la promotion de la santé, il est nécessaire d'avoir donc des compétences transversales. Il y a aussi ce qu'on peut qualifier de compétences polyvalentes qui sont liées au maniement des outils informatiques, à la langue, à la communication, voilà, des choses qu'on retrouvera dans bon nombre de licences, voilà, des cours de communication, des cours de langue, des cours d'informatique ou de statistique. Ça, c'est quelque chose que vous retrouverez autre part et pas qu'en sciences sanitaires et sociales. Je vous le disais, la licence sciences sanitaires et sociales, c'est une licence qui n'est pas professionnalisante en tant que telle. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur le marché du travail à l'issue d'une licence de sciences sanitaires et sociales, mais vous n'aurez par exemple pas fait de stage, ou très peu. Il y a 2 semaines de stage dans le cursus, seulement en L3, et donc ce n'est pas une licence professionnelle. La plupart des étudiants s'orientent soit vers un master, soit vers une licence pro éventuellement, ou se réorientent vers une école d'infirmière ou autre chose. La plupart donc, des étudiants s'orientent vers le master, des masters qui sont plutôt orientés santé publique. Vous en trouverez un certain nombre à Brest, mais d'autres sur toute la France, voilà, notamment à Rennes. Il y a de nombreux masters en santé publique, mais ça peut être en fonction de vos intérêts dans d'autres villes. Vous voyez par exemple des exemples, ça peut être des masters qui sont plutôt en biologie santé, parcours et éducation thérapeutique des patients par exemple. Ça peut être des masters plutôt en STAPS, sur des parcours prévention santé. Donc voilà, vous pouvez rattraper un master STAPS, même si vous n'avez pas fait licence de STAPS, vous pouvez rattraper après ce type de master, c'est possible. Aussi des masters qui sont plus liés à la gestion, au management des structures médico-sociales, donc des masters qui sont plutôt faits ici dans l'UFR d'AES, Administration économique et sociale, des masters intervention et développement social, donc qui ciblent soit les personnes âgées, soit les personnes en situation de handicap, soit les enfants. Différents masters existent. Et comme je vous le disais, parfois des étudiants qui optent pour des licences pro. Par exemple, ici, il y a à Brest la licence pro responsable d'action gérontologique qui permet du coup d'avoir plus rapidement un pied dans le monde du travail avec des métiers donc, proches du soin aux personnes âgées. Je vous le disais en introduction, des poursuites d'études à l'UBO, mais aussi surtout hors UBO. Donc, je n'ai pas les statistiques en tête, mais un grand nombre d'étudiantes qui valident la licence vont autre part qu'à Brest pour trouver des masters qui les intéressent.
Donc c'est des masters plutôt en santé publique, par exemple à l'EHESP, c'est l'école d'autres études en santé publique à Rennes, des masters intervention et développement social, vous trouverez à Lorient, à Lille, en ergonomie, en ressources humaines, en administration sanitaire et sociale, en management des organisations. Vous voyez un grand nombre de possibilités qui s'ouvrent à l'issue de la licence. Et ça pour des objectifs professionnels qui sont assez variés. Généralement, quand on pense à la licence sciences sanitaires et sociales, on peut avoir un archétype du métier auquel on forme les étudiants. Ça peut être, par exemple, directrice d'un établissement du type médico-social, directrice d'EHPAD. Seulement, si je parle de cette insertion professionnelle à vous ici, ça ne fait pas forcément rêver. Ça ne fait pas forcément rêver, directrice d'EHPAD. Et en réalité, voilà, la licence ouvre vers tout un spectre, un éventail des possibles qui est plus large, mais auquel on n'a pas forcément idée. C'est-à-dire que vous visualisez très bien à votre âge ce que c'est qu'une infirmière, ce que c'est qu'une aide-soignante, ce que c'est qu'un médecin, éventuellement une orthophoniste, un peu moins une ergothérapeute, mais on ne se rend pas compte de tout l'éventail des possibles des métiers de la santé publique. Je vous ai mis ici une petite liste qui à titre indicatif, mais vous voyez, ça peut ouvrir sur des positions de cadres intermédiaires dans des établissements du secteur sanitaire, médico-social ou social, donc en charge de la coordination, par exemple, dans des EHPAD, dans des institutions qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi du travail au sein des institutions qui existent au niveau régional, comme l'ARS, l'Agence régionale de santé, des institutions voilà, qu'on connaît finalement peu, ou juste de nom, mais on ne sait pas concrètement le travail qui est mené. Ça peut être des postes de chargé d'études, chargé de recherche ou chargé de mission dans des collectivités territoriales. Imaginez au niveau d'une grande municipalité, il y a des services santé par exemple, j'imagine des délégations santé dans des grandes municipalités, il y a effectivement des personnes qui travaillent dans ces directions-là, dans ces pôles, qui ne sont pas directement des soignants ou des soignantes. Ça peut être dans des associations, pensez à toutes les associations du secteur médico-social ou social, où il y a de la coordination. Bien sûr, on peut penser à des associations très orientées vers le champ sanitaire, Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, mais il y a tout un tas d'associations qui peuvent aussi recruter des personnes qui ont une expertise en santé publique. Responsable d'unité ETP, donc éducation thérapeutique des patients, responsable d'association, animatrice d'action communautaire en santé pour faire de la santé communautaire, responsable HSE, c'est hygiène, sécurité en entreprise, donc des cadres en santé du travail, ça peut être ce qu'on appelle des préventeurs en santé du travail, donc qui vont travailler au sein d'entreprises plutôt privées pour tout ce qui est lié aux questions d'hygiène, de sécurité au travail. Vous pouvez aussi, à l'issue de la licence, passer des concours administratifs. On ne prépare pas de manière très concrète les concours, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous former à des concours administratifs, mais vous aurez un niveau licence et à partir du niveau licence, vous pouvez accéder à des concours administratifs. Et donc, par exemple, pour rentrer dans des écoles, pour travailler dans des municipalités, pour être par exemple agent territorial, des choses comme ça. Voilà pour l'éventail un peu des métiers
qui peuvent être des débouchés potentiels à l'issue de la licence et surtout après un master finalement. Est-ce que ça va à partir de là? Je vous propose de présenter un petit peu plus les cours qui sont donnés dans la licence pour que peut-être que vous ayez une idée des enseignements qui y sont dispensés. Donc ça, c'est les contrôles de connaissances. On parle de modalités de contrôle de connaissances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut valider un certain nombre de CTS, donc 30 par semestre, 60 par année, 180 pour la licence, avec des compensations d'un semestre à l'autre. Je passe pour vous présenter, je reviendrai sur ça, je passe pour vous présenter les enseignements qui peuvent être dispensés au sein d'une licence, et vous retrouverez ici les UE majeurs et mineurs dont je vous parlais. Donc des UE majeurs qui valent 5 ou 4 CTS, et des UE mineurs plutôt à 3 ou 2 CTS. Donc voilà le premier semestre, par exemple. Donc, ce premier semestre, c'est-à-dire les cours qui sont dispensés dès la rentrée de première année. Vous avez l'introduction à la biologie, des cours intitulés voilà, Hommes et environnement, concepts de base en santé, anatomie physiologique et fonctionnelle. Donc vous voyez, les UE majeurs sont très ici orientés vers les sciences naturelles, la santé publique. Et après, vous avez des UE mineurs, anglais, introduction à la sociologie, des méthodes de travail à l'université, communication ou préparation, ou législation, éthique, déontologie, vous voyez. Voilà un petit exemple de ce qui peut être proposé au premier semestre, donc à la rentrée des L1. Et vous retrouverez un peu, ensuite par exemple, le semestre 2, on va approfondir ces termes-là. Il y aura à chaque fois souvent des cours plutôt de sciences naturelles, des cours de sciences humaines et sociales, de la communication, de l'anglais, à chaque fois. Globalement, vous retrouvez ici des intitulés où aller dans le semestre 2, par exemple, sur les institutions sanitaires et sociales, sur la démographie, l'épidémiologie, anatomie et physiologie générale 2, donc qui approfondissent le cours du premier semestre, introduction à l'anthropologie, des UE au choix, comme je le disais encore une fois, technique d'expression, communication. Voilà pour les cours de première année. Je ne vais pas forcément détailler les cours de deuxième, troisième année, mais ça vous donne un peu une idée de ce qui est dispensé. Je pourrais revenir sur la suite si besoin. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur les... Voilà, j'ai déjà balayé aussi bien la dimension générale de la licence, l'insertion professionnelle, les compétences qui sont visées, et c'est l'insertion professionnelle, les cours qui peuvent être donnés de manière classique. Vous voyez, j'ai mis ici la diapo sur finalement le travail étudiant, qu'est-ce qu'on attend des étudiants. Peut-être on aura des questions très pratiques là-dessus ensuite. Il y a donc, comme dans toutes les licences à l'UBO en France, des CM et des TD, c'est-à-dire des cours magistraux et des travaux dirigés, des cours magistraux en promo entière et les TD en groupe de entre 20 et 30 étudiants environ. Et un calendrier qui respecte le calendrier de l'UBO, c'est-à-dire que vous allez avoir les examens qu'on appelle donc les partiels avant les vacances de Noël pour le premier semestre et pour le second semestre en avril fin avril ou mai. À chaque fois, il y a des sessions 2, c'est-à-dire un rattrapage. Si vous n'avez pas la moyenne au premier ou au second semestre, vous pouvez passer en session 2, c'est-à-dire rattraper, avoir une deuxième chance
pour valider votre année. C'est un fonctionnement classique aussi à l'université. Pardon, je suis un peu rapide sur ces points-là. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce qu'en plus des partiels, en fait ça fait 2 sessions dans l'année où il y a des examens, est-ce qu'il y a du contrôle continu? Il y a une part de contrôle continu qui est assez, on va dire, assez légère finalement, notamment par rapport à ce que vous pouvez connaître dans des écoles du type école d'infirmière, orthophonie ou autre chose. Alors, on est à l'université et à l'université, bon, ça dépend un peu des parcours, mais la plupart, on n'a pas les moyens de faire un contrôle continu qui est très fort finalement. C'est-à-dire que vous allez avoir un peu de contrôle continu, globalement 30%, peut-être un peu moins chez nous, de la note qui est en contrôle continu, donc avec une évaluation au cours des TD. Et au cours de l'année, au cours du semestre, complété donc d'un contrôle terminal et donc d'un examen des partiels. Comme dans la plupart des licences, il y a tout un éventail possible d'évaluation. C'est-à-dire que ça peut être des oraux ou des écrits. Pour ce qui est des oraux, des temps de présentation un peu différents. Pour ce qui est des écrits, ça peut être des questions ouvertes, des questions fermées, des QCM. Mais souvent, vous avez en licence sciences sanitaires et sociales des examens qui sont assez courts pour les partiels, 1h30, 2 heures maximum, pour la valider une matière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? A priori, là, je ne pense pas. Avant de passer la main aux étudiantes, est-ce que vous avez des questions, des remarques qui peuvent nous aider, ou sinon on peut... Vous pouvez avoir... Oui, allez-y. Est-ce qu'il existe des passerelles, par exemple, on a le diplôme d'infirmier, on a le diplôme d'infirmier, et est-ce qu'on peut rejoindre la licence, et si oui, en quelle année? Oui, ça marche dans les deux sens. Mais alors, je ne maîtrise pas tout à fait le sujet, et il va y avoir des réformes l'année prochaine ou dans 2 ans sur ces passerelles. Mais en l'état, et il continuera à avoir des passerelles, en l'état, par exemple, il peut avoir la possibilité pour les étudiantes inscrites en licence sciences sanitaires et sociales d'intégrer les IFSI, donc les écoles de soins infirmiers. Si je ne me trompe pas, au 2e semestre de la première année d'école d'infirmière, si les étudiants en sciences sanitaires et sociales ont validé leur première année et leur 2e année également, avec quelques options supplémentaires. C'est-à-dire que les étudiants perdent, entre guillemets, 1 an, mais elles peuvent intégrer, sous réserve de validation des enseignements complémentaires et d'un entretien avec les écoles d'infirmières, elles peuvent intégrer les IFSI. C'est un parcours qui est très récent, qui a 2-3 ans, si je ne me trompe pas, et on a peu de recul là-dessus, mais il y a 5-6 étudiantes qui suivent sur une promo d'une centaine à peu près, qui essayent de passer par là ou qui tentent leur chance. Ça n'engage finalement pas beaucoup de choses de valider quelques cours supplémentaires pour se donner la chance, si elles le souhaitent, d'intégrer les IFSI ensuite. Ça marche dans le sens inverse, avec un partenariat avec les IFSI qui vise à donner un grade de licence à l'issue des études infirmières. Donc là encore, c'est la réforme
aura lieu vraiment l'année prochaine, avec peut-être une réforme nationale, et là c'est que des accords entre les IFSI et l'université. Parce que là, à l'heure actuelle, quand on est diplômé d'un IFSI, on n'a pas le niveau de licence. C'est pas une licence qui est reconnue, mais dans les faits, vous pouvez demander, si vous avez passé une IFSI et que vous ne voulez pas être infirmière, si vous avez le diplôme et que vous voulez faire un master ensuite, vous pouvez faire votre demande, un master qui reconnaîtra votre niveau. Et là, il y a une évaluation qui est faite au cas par cas, c'est-à-dire en fonction, imaginez votre expérience professionnelle, vos notes, etc., de votre projet professionnel aussi, pour vous inscrire dans un master. Et éventuellement, l'intérêt pour une infirmière, ce qui rentrerait dans un master, c'est d'avoir un poste après plutôt de la coordination, qui serait un peu en retrait des soins, mais coordonner une équipe au sein d'un établissement, et donc une autre fonction un peu moins proche des patients. Donc là, ça se fait au cas par cas. Et pour ce qui est de la licence, sinon, c'est si imaginons que vous choisissez l'IFSI, vous êtes diplômé d'IFSI, ou vous passez 1 ou 2 ans d'IFSI et que vous en avez marre, vous pouvez toujours candidater à la licence sciences sanitaires et sociales et demander une équivalence ou demander de rentrer en L1, L2 ou L3 en fonction de votre niveau, en fonction de votre avancée. Là, ça sera évalué au cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a une commission pédagogique qui se réunit et puis on dit, on évalue le parcours de la personne, son projet professionnel, et on l'accepte en L1, en L2 ou en L3. Mais c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est en dehors, enfin, je ne connais pas encore Parcoursup, parce que oui, ça peut ma fille est être... en première, mais est-ce que c'est via Parcoursup? Alors, quand il y a Parcoursup, ça concerne les premières années en fait. Donc, quand vous voulez faire une demande d'équivalence, ça passe soit par e-candidat, soit en prenant contact directement avec la scolarité des UFR concernés. Mais pour une demande d'équivalence, ça ne passe pas par Parcoursup. Et de manière très concrète, il m'est arrivé d'avoir des étudiantes qui ont fait une licence hors du sujet, hors du domaine, ou alors des BTS dans le secteur sanitaire et social qui prennent contact avec nous, avec la scolarité, la licence, pour savoir est-ce qu'elles peuvent intégrer la licence sciences sanitaires et sociales, et à quel niveau. Donc là, effectivement, je ne peux pas vous donner une réponse toute faite, mais ça dépend un peu du parcours de l'étudiante. Si la personne a validé un BTS, qu'elle a déjà un parcours professionnel et qu'elle souhaite effectivement rentrer en L2 ou en L3, c'est possible. Même si le BTS, ce n'est pas l'équivalent d'un L2, mais voilà, en fonction de son parcours, ça reste possible. J'y pense en plus de ce partenariat avec les IFSI, les écoles infirmières. Il y a un lien fort avec les études en médecine, et donc la possibilité d'être inscrit en mineur sciences sanitaires et sociales. C'est donc pour pouvoir intégrer ou passer les concours pour entrer en médecine. C'est-à-dire, vous vous inscrivez en LAS, licence accès santé, et vous suivez des cours qui sont des cours obligatoires pour les étudiants qui veulent entrer en médecine, plus des cours liés à la mineure sciences sanitaires et sociales, pour pouvoir ensuite candidater et passer les concours pour entrer en médecine. Encore, ça fait 1 an que je suis responsable de la licence depuis 7 ans. Ça fait 1 an que je suis à Brest. Je ne maîtrise pas tous les sujets, mais surtout, ça c'est quelque chose d'un peu technique. Parfois, on a des étudiants qui demandent des précisions très, très, très pointues, mais peut-être vous avez des questions là-dessus. Donc, je peux peut-être vous donner des précisions par rapport aux études en santé, où je pense que vous pouvez
à l'heure actuelle, si vous avez une bonne vision de comment ça fonctionne. Donc voilà, chaque UFR a des licences avec des mineurs. Voilà. En gros, pour les concours de santé, il y a deux possibilités. Il y a soit ce qu'on appelle la PASS, donc qui est ce qu'on appelle communément la première année de médecine. Et donc, quand vous choisissez de faire la PASS, vous choisissez forcément une mineure qui est dans une matière dans laquelle vous allez aller si à la fin de la première année de PASS, vous ratez, enfin, c'est pas que vous ratez, c'est que vous n'êtes pas classé suffisamment bien pour pouvoir passer en seconde année. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la PASS. Sachant qu'à l'issue de la première année de PASS, il n'y a jamais de redoublement. Le redoublement est interdit. Donc, si toutefois vous n'avez pas, vous avez passé la première année de PASS, vous avez eu de bonnes notes, mais pas suffisamment pour pouvoir passer en seconde année de médecine, à ce moment-là, vous pouvez intégrer la deuxième année de la mineure que vous avez choisie. C'est pour ça que c'est très important de la choisir, de bien la choisir, de ne pas la choisir au hasard, et ça se fait sur Parcoursup. Et ça, c'est le premier moyen de passer les concours, de se former au métier de médecin, kiné, sage-femme, dentiste et pharmacien. Voilà. Et le second moyen, c'est comme le disait M. Braverman, c'est ce qu'on appelle la LAS, c'est-à-dire que vous choisissez une licence, par exemple la licence sciences sanitaires et sociales, donc vous ne faites pas la première année de médecine. En revanche, vous pouvez choisir, vous suivez les cours de la première année de licence, plus des cours spécifiques de première année de médecine, mais pas tous les cours, et vous faites ça sur 2 années. Ce qui fait qu'à l'issue de la deuxième année de licence, vous pouvez présenter le concours de médecine. En fait, vous avez droit à 2 présentations du concours. Voilà. Et c'est pas en 3... Enfin, au bout de 2 ans, on peut passer le concours. Oui. Et la 3e année aussi. Et la 3e année aussi. En fait, si vous... je ne sais plus si la LAS, on peut passer c'est en L3, L2, L3, pas L1, il n'y a pas en L. Voilà, donc vous passez en L2 et si vous n'êtes pas suffisamment bien classé, vous pouvez la repasser en L3. Il y a les euros aussi. Et il y a les euros également. En plus, entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est les deux, ça répond peut-être à votre question sous-jacente, un petit peu les différents parcours pour lier la licence sciences sanitaires et sociales et les parcours de santé. Et ben, ce sont ces 2 possibilités qui sont offertes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Peut-être y a-t-il d'autres questions par rapport à la licence de manière générale? Le profil des lycéens ou lycéennes qui arrivent justement dans cette formation, les spécialités prises au lycée, est-ce que voilà, filière générale, filière et puis quelle spécialité, si il faut vraiment prendre les études en terminale, En première année de licence, il y a cette année 117 étudiantes, quelques garçons, mais je féminise à dessein, vous l'aurez compris. En L2, il y a 90 étudiantes, et en L3, à cette année, il y en a 76, si je ne me trompe pas. Et donc, vous pouvez dire, comment ça se fait déjà que ça baisse, ça change, etc. Donc, il y a plusieurs choses à comprendre. C'est que c'est difficile de valider la L1. C'est difficile, mais pas plus difficile qu'une autre licence. Les choses qu'on ne vous dit pas, c'est que à peu près toutes les licences à la fac, il y a 50% d'échecs. C'est-à-dire qu'il y a un étudiant sur 2 qui ne valide pas sa L1. La raison est la suivante, la principale, c'est qu'il y a un grand fossé entre le lycée et la L1 en termes de méthodologie de travail, en termes aussi
d'intérêt, en termes d'encadrement. Et donc voilà, un grand échec en L1. Ce qui m'amène à répondre à votre question, qui sont les étudiants de L1? C'est assez hétérogène. Ici, on accepte des publics au profil assez varié. Je veux dire, on a un seuil maximal, je crois, de 120 étudiants qu'on accepte, mais lorsque vous candidatez sur un Parcoursup, il va y avoir un tri qui se fait, hein, pour le dire comme ça. Toujours est-il que les étudiantes qui souhaitent rentrer en licence sciences sanitaires et sociales, normalement, elles seront admises. Pour le dire autrement, on va avoir des personnes avec des bacs de filière générale, d'autres professionnels, technologiques. Et donc une certaine hétérogénéité en L1. Je ne sais pas si ça répond ou si c'est un peu une manière détournée à la question. Est-ce qu'il faut faire quelque chose de spécial? Non, pas spécialement, pour rentrer en L1. Est-ce que vous aurez plus de facilité si vous êtes en ST2SS ou un bac dit général? Oui, a priori, par rapport à un bac pro ou par rapport à une autre étude. Néanmoins, à ce stade, depuis plusieurs années, voilà, il n'y a pas de, pour le dire directement, c'est pas une licence où on fait une sélection. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer et si vous postulez, si vous acceptez le vœu Parcoursup, eh ben vous serez la bienvenue en L1, peu importe votre niveau au lycée. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça laisse une chance aussi aux lycéens qui n'étaient pas forcément très bons, et puis ça laisse aussi la chance aux étudiants qui étaient plutôt très bonnes et avec un parcours plus proche du monde sanitaire et social. Et vu qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a des statistiques, il faut quand même avoir un certain goût pour les maths, je pense. Non. Je ne sais pas si vous avez eu les étudiants qui ont eu des difficultés, il y a certaines matières qui posent problème, oui, quand même. Moi, je ne suis pas matheuse de base, j'aime pas les maths du tout. Et au final, du coup, ça m'a plus redonné goût. Et c'est pas très... Enfin, comment expliquer? Je sais pas comment dire, mais... faut comprendre, mais c'est pas hyper poussé. Enfin, c'est des notions de base et on travaille assez bien. Même en épidémiologie, en vrai, ça revient un peu aux maths, il faut comprendre la logique et tout, mais au final, ça se fait. Je dirais pas que les maths sont un frein à rentrer dans la licence sur cette. Et vous dites ça? Bonsoir. Je pense que je suis d'accord avec vous quand vous m'avez dit qu'il n'y a pas besoin d'être hyper fort en maths pour réussir dans la matière qui s'appelle biostatistique. Et personnellement, les statistiques et les probabilités, parce que c'est ces thèmes-là qu'on étudie le plus dans cette UE, parce que ce n'est pas mes points forts, et pourtant, au vu du programme, c'était pas insurmontable à étudier et à s'exercer. Donc, j'ai envie de donner comme conseil de faire, comme peut-être vous avez l'habitude à faire au lycée, à vous entraîner sur des exercices. Et aussi, je ne sais pas s'il n'y a qu'un seul professeur pour la licence en biostatistique, mais le professeur, en tout cas, que j'ai eu, à propos des entraînements, donc des annales notamment, et en tout cas, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de stress à avoir pour vous. Puis son but, c'est pas du tout de nous mettre en échec. Enfin, il essaye de... On a souvent des heures dédiées justement à reprendre des exercices qui ont été proposés en examen les années antérieures pour s'entraîner. Et c'est souvent les mêmes questions finalement, enfin, pas avec le même énoncé, pas avec les mêmes chiffres, mais une fois qu'on a compris les logiques, ça va. Vous aviez quelle spécialité toutes les deux au lycée? Donc moi j'ai passé un bac général avec les spécialités physique, chimie et sciences
licence d'agrégataire et j'avais également pris en option maths complémentaire. J'avais tout pareil. Mais après, dans nos promos, enfin moi je sais que dans ma promo, il y a des gens qui sont venus des ST2S et cette année, il y a des nouvelles personnes qui arrivent de BTS, comme disait M. Parlement. Donc c'est vraiment... Enfin, on a des profils hyper variés. On n'est pas tous... Je vois bien le profil des étudiantes, s'il y a la moitié environ qui échoue en L1 et qu'on passe de 117 étudiants à 88, vous voyez, là, en L2, le compte n'y est pas. C'est parce qu'en L2 vont arriver des étudiantes qui ont fait justement PASS. En L2 vont arriver des étudiantes qui ont essayé d'entrer en médecine, faire par PASS, et qui se réorientent vers l'option LAS, donc licence accès santé, en s'inscrivant en sciences sanitaires et sociales. Ce qui fait qu'en L2, depuis 2-3 ans, on se retrouve avec 30 à 40 étudiantes qui ont eu auparavant une expérience voilà, de formation en PASS, donc qui voulaient essayer de rentrer en médecine et qui ont toujours ce projet-là, et qui essayent par LAS, donc en deuxième ou en troisième année. Eux, ils ont le droit qu'une fois. Ouais. Contrairement à nous, enfin, ceux qui passent directement en première année par la licence, on a 2 chances, les autres, ils n'ont qu'une chance. Enfin, vu qu'ils ont déjà passé le concours en première année via la PASS, il leur reste plus qu'une chance via la PASS. Alors, par rapport à ce taux d'échec, entre guillemets, qui peut faire un petit peu peur, un petit peu surprendre, on peut essayer de voir ensemble quelles sont les stratégies qui ont été mises en place par celles qui ont réussi à passer cette première année, et il y en a quand même pas mal. Et justement, Sofiane et Tissem, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu comment, déjà, pourquoi vous avez choisi cette licence, quels sont vos projets professionnels, si vous en avez déjà, et puis quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en début de licence et les solutions que vous avez trouvées. Alors, on peut peut-être déjà revenir sur vos projets, pourquoi vous avez choisi cette licence l'une et l'autre. Vas-y, Sam. Je commence. Alors, mon profil est un peu particulier puisque moi, je suis dans du profil qui vient d'une PASS et donc qui a malheureusement échoué l'accès aux années d'études de santé. Donc, j'avais candidaté pour médecine. Et donc, je suis actuellement en licence 2 de sciences sanitaires et sociales. Et l'année dernière, je n'avais pas choisi la mineure sciences sanitaires et sociales, j'avais choisi la mineure sciences infirmières. Alors, d'abord par curiosité, pour voir en quoi le métier d'infirmier pouvait être intéressant. Et finalement, je ne suis pas partie en IFSI, parce que j'avais la possibilité de partir en IFSI si j'avais raté justement l'accès en médecine. Mais je ne l'ai pas choisi puisque finalement, je voulais vraiment me diriger vers la médecine, vers un métier de manière purement médicale. Et donc, là, cette année, je retente ma chance pour accéder en études de médecine. Et donc, en fait, la mineure sciences infirmières, comme elle a de forts liens avec la licence sciences et sociales, cela permet à ces étudiants qui, justement, ne voulaient plus aller en IFSI, donc suite à l'échec de PASS, de poursuivre en deuxième année en sciences et sociales avec l'autre promotion des étudiants qui avaient aussi une mineure sciences et sociales. Je m'y perds un petit peu, mais j'espère être claire là-dessus. Et
cette licence a été une vraie découverte pour moi, puisque je ne savais pas du tout en quoi elle consistait, quels étaient les débouchés, quels étaient les secteurs auxquels cette licence touchait. Et finalement, j'ai remarqué que j'étais assez proche, on va dire, de cette licence, puisque au vu de mon contexte familial, je côtoie beaucoup ce domaine-là. Donc, j'ai un frère qui est polyhandicap, donc il est suivi par plusieurs professionnels de santé, notamment paramédicaux, donc infirmiers, aides-soignants, et aussi les structures médico-sociaux, donc comme DME. Et finalement, j'apprécie, on va dire, ces licences et je n'ai pas trop changé donc mon souhait d'orientation, puisque je souhaite être plus dans le soin aux personnes que plutôt d'être dans, on va dire, non, je ne sais pas comment définir, mais d'être, par exemple, pour pas aller dans la direction des structures médico-sociaux, mais tout être dans le soin. D'accord. Et vous, Sofiane? Alors moi, du coup, après la terminale, je voulais absolument rentrer en médecine, mais je suis terriblement angoissée tout le temps. Du coup, j'ai dit que ça servait à rien, je me pollue une année pour rien. Donc du coup, après, je voulais rentrer en école d'infirmière, mais j'ai pas été acceptée. Du coup, j'avais postulé en licence sciences sanitaires et sociales. Je sais pas trop où j'allais, j'avoue. Et au final, je suis bien contente d'être arrivée dans cette licence parce que j'ai appris énormément de choses. On a tellement de matières différentes que ça nous ouvre vraiment plein de domaines différents. Normalement, je ne poursuivrai pas dans un master parce que je suis en troisième année, du coup, c'est l'année prochaine pour moi la suite. Je ne vais pas continuer vers un master directement lié à la licence, mais je vais plutôt me diriger dans une nouvelle école parce que j'aimerais bien du coup devenir ergothérapeute. Mais ça, c'est pas venu non plus comme ça, c'est parce qu'on a eu, lors d'un enseignement en deuxième année, un lieu à choix. J'avais choisi ergonomie et on a une ergothérapeute qui est venue nous faire cours, et du coup, donc ça m'a quand même aidé pour mon choix professionnel, et puis qui est être accepté. Puis on verra. Et alors, si on revient un petit peu sur le démarrage, la transition lycée-université, qu'est-ce qui vous a... Comment vous l'avez vécu cette transition? Est-ce que ça a été facile ou au contraire, est-ce qu'il vous a fallu un temps d'adaptation? Qu'est-ce qui vous a aidé? Moi, pour ma part, c'est pas trop les cours qui m'angoissaient, même si j'avais quand même un peu peur, parce que on arrive dans une nouvelle école, les lieux sont nouveaux, c'est pas du tout la même organisation. Mais c'était plus arriver sur la ville de Brest, parce que moi j'arrive de la petite campagne, et du coup ça me faisait un peu peur. Au final, là, j'ai beaucoup travaillé sur moi et sur les 3 ans, je suis beaucoup plus confiante maintenant en troisième année. Mais plus au niveau des cours, du coup, c'est vrai que ça change énormément parce qu'on n'a pas des devoirs imposés tous les soirs à faire, vous devez faire ça pour telle matière ou autre, il n'y a pas d'exercice imposé. On n'est même pas obligé de venir au cours, donc il faut vraiment, c'est sa propre motivation qui va faire qu'on va réussir ou non. Et bon, je pense que la chose qui a été la plus compliquée, c'est peut-être de travailler au fur et à mesure pour ne pas se retrouver débordé à la fin. Quand les partiels arrivent, pour ne pas vous mentir, c'est toujours accident. Mais ça ne m'a pas empêché de réussir. Mais voilà, ouais, c'est vraiment se forcer parce qu'on a quand même beaucoup de temps libre. Surtout en première et deuxième année, là, je vois en troisième année, spécifiquement pour ce semestre-là, le dernier semestre, on a des emplois du temps beaucoup plus chargés que la première et deuxième année. Mais parce qu'on a notre stage aussi, donc ça. Voilà. Et du coup, se mettre au travail quand on a, entre guillemets, quand on n'a rien à faire. C'est bien de faire d'autres choses, parce qu'il ne faut pas faire que travailler non plus. Ça ne marchera pas si on fait que travailler. Il faut avoir des loisirs aussi, c'est important. Mais ouais,
reprendre les cours, enfin moi je sais que c'est hyper important du coup là, je me rends compte de reprendre les cours au fur et à mesure pour pas se retrouver, comme je disais, débordé à la fin et quand les partiels arrivent, parce que c'est sur une semaine que tout se concentre. Et bah, si on échoue, c'est les rattrapages. Et vous, Tissem? Moi alors c'était assez mitigé, parce que d'une part j'étais pas trop angoissée puisque, on va dire pas trop angoissée parce que je savais qu'il n'y avait que des nouveaux étudiants, donc ils allaient être aussi angoissés comme moi, donc je sentais, on va dire, moins seule dans l'angoisse. Mais ce qui m'a, on va dire, coûté un petit peu, c'est plutôt que je me dirigeais pas vers des groupes, on va dire des petits groupes d'amis, mais je m'isolais beaucoup. Et donc, j'étais un peu perdue, on va dire, pour l'organisation de l'université. Je ne savais pas trop quels étaient les fonctionnements qui étaient annexes, quoi, en dehors des cours. Par exemple, l'histoire des RU, ou bien, RU c'est restaurant universitaire, donc c'est l'équivalent des cafétériens, ou bien aussi, par exemple, on utilise il y a une fonctionnalité qui consiste à payer par EasyBee, qui permet de payer en fait les repas directement grâce à une plateforme de l'UBO. Donc voilà, j'étais un peu perdue à ce niveau-là et aussi à m'orienter parce que les cours étaient dispensés dans différentes facultés, donc c'était pas que la faculté on va dire de médecine, mais à la faculté de droit qui se trouve là-bas. Donc c'était assez difficile à ce niveau-là. Sinon, pour l'organisation de travail, ma méthodologie de travail, la base, donc c'est assez intense, donc beaucoup de quantité de cours à apprendre ou à comprendre surtout. Et on a eu une aide en première année, c'est le tutorat qui nous a permis au lieu de perdre pas trop de temps pour apprendre les cours, c'était de nous fournir des manuels directement. Donc c'est bien des cours tapés des professeurs et qui nous permettaient en fait d'apprendre plus facilement les cours parce que c'était déjà on va dire tout fait. Et puis, donc par exemple la prise de notes, c'était pas trop difficile à faire. Et puis pour la transition, je ne sais pas quoi dire. C'est déjà pas mal. Donc on va revenir un petit peu sur ce que vous venez de nous dire. Est-ce que d'ores et déjà, il y a sans doute des questions que vous avez envie de poser à Sofiane et à Tissem sur leur parcours, sur leurs études? Je vous invite à les formuler. Peut-être il y a des questions sur le chat aussi. Ok. Oui. Les stages, ça se passe comment en troisième année? C'est vous qui trouvez les stages? C'est à l'élève de trouver les stages? Dans quel domaine? Alors, le stage, c'est une grande question qui se pose parce que du coup, on a l'impression que c'est vraiment le truc de tout le semestre qui va. Enfin, si on l'a pas, c'est un peu le semestre. Et comme vous l'avez très bien dit pendant les cours, c'est une UE parmi tant d'autres, donc faut relativiser. En ce qui concerne du coup le fait de choisir ou pas son stage, c'est vraiment à nous de choisir notre stage et de le trouver, du coup de faire les démarches pour le trouver. Donc là du coup en L3 on n'a pas encore tous trouvé, moi je l'ai trouvé, mais tout le monde ne l'a pas encore trouvé. Et ça doit être en lien avec du coup le domaine du sanitaire, social, voilà. Et aussi avec le projet professionnel bien sûr, parce que ce serait un peu plus cohérent. Du coup, voilà, pour ma part, moi j'ai réussi à avoir un stage en centre de rééducation à Trestel. Du coup, voilà. Donc, normalement, je vais être avec des ergothérapeutes pendant 2 semaines sur le plateau technique et je vais visiter tous les services où il y a des ergots en fait. Donc, ça va être sympa. Et donc, voilà, c'est vraiment ces 2 semaines, 70 heures de stage. Et voilà. Mais après, sur les dates, il y a des semaines banalisées, mais si jamais ça ne colle pas avec une date dans les établissements,
décaler stage. Pardon. Il faut juste qu'on puisse avoir matière à travailler pour rendre le rapport, faire la soutenance orale, et puis après il y a dans d'autres UE où on va se servir justement du stage pour produire des écrits. Je vois par exemple en anglais cette année, la prof a l'envie d'innover un peu et on aura peut-être un portfolio comme font les IFSI à réaliser pour pouvoir après parler en anglais de notre stage. Ou même en recherche en sciences sociales, on aura sans doute besoin de se servir du stage pour aller observer directement sur le terrain et rendre ensuite un écrit de nos observations. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir une aide ou un accompagnement pour la recherche de stage. Par exemple, nous, à Cap Avenir, il nous arrive régulièrement d'accueillir des étudiants qui ont besoin d'aide pour faire leur CV, leur lettre de motivation, réussir leur entretien d'entrée en stage. Donc, ils peuvent prendre rendez-vous avec nous via une plateforme qui s'appelle le Career Center, sur laquelle on a également des offres de stage. Donc, il y a un accompagnement qui peut être mis en place à la demande des étudiants, en fait. C'est en fait une des grosses particularités de l'université, comme l'ont très bien dit Tissem et Sofiane tout à l'heure, une des grosses particularités de l'université, c'est que il ne faut pas que l'étudiant attende, mais il faut que la démarche vienne de lui. Et que Tissem l'a très bien dit tout à l'heure, le danger à l'université, c'est de s'isoler. Or, il y a des travaux de groupe qui sont prévus, il y a des associations qui existent, des associations d'étudiants. Par exemple, il y a une association, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Adélis. Voilà, l'association Adélis, qui est l'association des étudiants en sciences sanitaires et sociales. Donc, si vous voulez, sur les réseaux, on a une page sur les réseaux si vous voulez voir un peu ce qu'on fait. C'est Adélis avec 3 S, il ne faut pas oublier le terme S. Et voilà. Et là, en ce moment, du coup, on est un peu au point mort parce qu'il y a eu les partiels et tout, mais normalement, on devrait reprendre l'activité. Et moi, je fais partie du pôle pédagogie, par exemple. Enfin, je suis toute seule, en fait. Mais du coup, je récupère les annales, du coup, les partiels qui ont été donnés chaque semestre. Je les retape et ensuite, je les diffuse aux étudiants. Donc, ça permet de pouvoir s'entraîner en avance. C'est pas fait dans toutes les licences, mais nous, on le fait depuis. En tout cas, je suis depuis la première année dans l'association et depuis la première année, on le fait. Voilà. Peut-être y a-t-il d'autres questions? Alors, Tissem le disait tout à l'heure, il n'est pas forcément, et vous le disiez aussi Sofiane, il n'est pas forcément simple lorsque on rentre à l'université, nos parents n'habitent pas forcément la même ville que là où on fait ses études, donc ça peut impliquer une recherche de logement, ça peut impliquer une recherche de job étudiant, ça peut impliquer un isolement parfois. Il faut savoir que l'université, ça peut impliquer aussi l'envie de faire des activités de loisirs, mais le fait d'arriver dans une ville nouvelle, on ne sait pas où se diriger, comment se diriger. En fait, il faut savoir que l'université met en place des services pour chacun de ces points. Pour le logement, il y a ce qu'on appelle le Crous, qui vous aide à 2 points de vue. Le premier point de vue, c'est de mettre à disposition des chambres en cité universitaire. Certaines sont ouvertes à des non-boursiers, c'est en priorité pour les étudiants boursiers, mais certaines peuvent être ouvertes à des étudiants non-boursiers. Donc il y a le Crous. Le Crous gère aussi ce que Tissem a mentionné tout à l'heure, à savoir les restaurants universitaires avec les repas à 1 € qui sont proposés aux étudiants. Que pour les étudiants boursiers, effectivement, mais avec des repas complets à des tarifs quand même défiant toute concurrence. Donc pour tout ce qui est des activités sportives et de loisirs, il y a ce qu'on appelle le SUAS, c'est-à-dire le service universitaire. Alors je me souviens plus exactement de la signification du sigle, mais en fait c'est un service d'activités sportives et culturelles
de l'université qui vous offre des activités à titre gratuit. Donc on peut faire des activités sportives ou de loisirs. Alors la seule chose, c'est qu'il ne faut pas rater le jour des inscriptions, il faut se précipiter dessus parce que les places sont comptées. Mais il y a la possibilité de faire des activités de loisirs à moindre coût. Pour ce qui est des problèmes du fait d'arriver dans une ville et de ne connaître personne, là encore, il ne faut absolument pas hésiter à se mettre en relation avec les associations d'étudiants de la licence dans laquelle on rentre, parce que c'est un excellent moyen de rencontrer du monde et de se faire aider dans ses apprentissages. Et puis, là encore, tout à l'heure, M. Braverman le disait, les cours magistraux et les TD, les cours magistraux ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que, contrairement au lycée, personne ne viendra vérifier votre présence. En revanche, c'est un excellent moyen, en y venant, d'abord d'avoir des chances de réussir son année, et puis ensuite de rencontrer les autres étudiants. Encore plus dans les travaux de groupe, dans les TD, il y a beaucoup de travaux de groupe, si je ne dis pas de bêtises. Et donc dans les travaux de groupe, vous allez pouvoir échanger, travailler avec d'autres étudiants, donc tisser des liens, c'est vraiment très important. Si toutefois vous avez des difficultés liées à la santé ou au handicap, là encore, l'université met en place des services pour vous aider ou vous accompagner. Mais à chaque fois, la démarche, elle doit venir de vous, en fait. Contrairement au lycée, où on vient davantage vers vous, là, à l'université, la démarche doit venir de vous. Mais une fois que vous faites la démarche, vous allez trouver de l'aide et de l'accompagnement. Il y en a sur tous les aspects de la vie de l'étudiant. Et puis, il y a un lieu qui est extrêmement utile aussi pour les étudiants, qui s'appelle le Bureau Information Jeunesse, le BIJ, à Brest, qui se trouve dans la petite rue qui est entre l'hôpital Morvan et la place de la Liberté, où là, vous trouvez aussi des offres de logement étudiant, des offres de job étudiant, vous trouvez tout un tas d'informations sur la vie étudiante. Donc voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interrogations? Oui. Par rapport à la prise de notes, parce que ça angoisse pas mal de monde, vraiment, il ne faut pas se stresser. Ça vient au fur et à mesure. Moi, je ne savais pas taper les variables sur un clavier au début, et là, maintenant, ça fuse, quoi. Mais ça se fait au fur et à mesure, quoi, ça s'apprend. Et vous êtes libre de choisir le papier ou l'ordinateur. Je veux bien compléter aussi pour dire que c'était en passe l'année dernière ou en ancienne licence là, il y a une bonne entraide en soi entre les étudiants. Donc en passe, il y a plutôt entre groupes d'amis, je dirais, même si la compétition n'était pas fortement visible par rapport à d'autres universités de grandes villes en France. Et dans ces licences, il y a, je pense aussi pour d'autres licences, il y a des groupes de promos qui se font donc sur les réseaux sociaux comme Instagram ou je ne sais pas où. Et donc on peut partager des informations ou même demander des petits. Si par exemple on a été absent à un cours, on peut demander les notes de quelqu'un, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'ailleurs, vous, Thyssen, vous avez créé, avec Valentine, vous avez créé un compte Instagram sur la licence sciences sanitaires et sociales. Oui, c'est bien ça. En fait, au semestre dernier, j'avais une UE qui consistait à communiquer avec les lycéens. Et donc, avec une amie, on a proposé de créer un compte Instagram pour présenter justement les différentes filières, notre présence à l'université à Brest. Et donc, on a voulu faire pour Instagram parce que c'était assez facile, on va dire, pour présenter ce qu'il y avait comme filière et aussi toucher un peu plus de monde et soit aussi facile d'accessibilité. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez taper le compte communiquer au lycée.
Au singulier? Ah oui, lycée avec un S, mais c'est facilement retrouvable, c'est communiqué au lycée, donc c'est facilement retrouvable. Et puis on a fait ce format-là sous forme de petites interviews écrites. Donc on posait des questions très générales sur l'université en interrogeant différents étudiants sur différentes filières. Et puis aussi on avait fait des petits stories. Donc on avait présenté très brièvement un petit peu l'université à Brest. Donc on avait laissé des petites informations assez brèves mais intéressantes à voir. J'en viens à prolonger un non-dit. L'UBO, c'est donc une université publique. À la différence des universités privées qu'il peut y avoir ou des écoles privées. Ici, voilà, il y a aussi une tradition des écoles privées, vous savez, dès la primaire. Moi, j'ai découvert ça, je ne suis pas de Bretagne. Ça se prolonge, bien sûr, après le bac, mais c'est des choix aussi importants à faire. Voilà, où vous voulez étudier, ce que c'est dans le privé, dans le public. Voilà, à vous d'y réfléchir tout simplement. Et, ça fait partie aussi des choix importants en tant qu'étudiante et étudiant. Moi, j'ai une petite question. On vous sent toutes les deux motivées par cette licence, alors qu'au préalable, vous aviez plutôt choisi la voie médecine. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette licence? Moi, je pense que c'est la diversité des cours. Parce que, en fait, en première année, on a déjà vu énormément de choses. Et il y a plein de matières sur lesquelles j'ai accroché. Enfin, je veux dire quasiment toutes même. Et du coup, je pense que ça m'a motivée. Après, je suis quelqu'un qui aime bien les études aussi. Du coup, j'étais relativement motivée de base. Forcément, il y a des moments où on est un peu moins motivé, on a envie de tout arrêter, mais au final, ça vaut le coup. Puis je pense aussi le fait de réussir, d'avoir des très bons résultats, ça m'a aidé à vouloir continuer, aller encore plus haut. Et je pense qu'en fait, tout ce qui nous a été proposé, c'était hyper enrichissant. Enfin, ça valait tellement de domaines que c'est super intéressant. Voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est que c'est intérêt social, pour moi, ça évoquait vraiment rien. Mais en entrant en licence, que je vois qu'on passe du droit de travail à de l'épidémiologie, c'est tellement vaste comme domaine. Et aussi, si je parle plus pour le futur, eh bien, on peut travailler dans la prévention au travail, ou bien on peut poursuivre en épidémiologie. Donc, c'est une licence tout à fait intéressante. Donc, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est une licence pour ceux qui aiment la santé sans forcément vouloir exercer un métier médical. Parce que la santé, parce que depuis ces dernières années, on a vu que c'est assez, on va dire, important dans notre société. Et donc, il est aussi important d'avoir des personnes qui se dévouent à prendre soin, je divague un peu, mais à prendre soin de l'autre. Et donc, toutes les structures, par exemple, médico-sociaux, ne peuvent pas être pleinement organisationnelles s'il n'y a pas justement des personnes, notamment ici de cette licence santé intérieure sociale ou d'autres, et aussi encore dans un master de direction, par exemple, de des structures spécialisées, qui, donc, grâce à eux et elles, à établir un bon fonctionnement justement de ces structures-là. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais ce qui est bien avec ces licences, c'est qu'il y a possibilité de des passerelles, par exemple, on
première année, si vous n'êtes pas forcément envie de poursuivre directement jusqu'à la fin de la licence, il y a possibilité d'aller donc dans des IFSI, ou bien aussi en L2, vous pouvez candidater aux études de santé si vous préférez exercer un métier médical, ou bien, si je ne me trompe pas, il y a aussi possibilité de poursuivre dans d'autres licences équivalentes. Pas en sociologie. Mais il y avait avant je pense que c'est toujours le cas, des partenariats avec d'autres licences, plus ou moins institutionnalisés, qui fait que effectivement vous pouvez rattraper une licence. Les dernières années, je n'ai pas d'exemple en tête d'étudiants qui auraient fait cette passerelle entre sociologie, sciences sanitaires et sociales, mais le partenariat institutionnellement, il est toujours possible, je pense. Et quelque chose d'important, et vous l'aurez compris, généralement les étudiants ne choisissent pas la licence sciences sanitaires et sociales. C'est un choix par défaut. C'est un choix par défaut, un plan B, un plan C, D, E. C'est-à-dire que c'est les affres de Parcoursup, c'est le fait que si on demande effectivement aux étudiantes comment vous avez choisi les licences sciences sanitaires et sociales, en première année, plus de 90%, on va dire par défaut, j'avais rien d'autre. J'avais rien d'autre. Et c'est pas pour autant qu'effectivement elles ne se plaisent pas après. Mais ça explique aussi en partie le taux d'échec, c'est qu'on arrive sur des formations qu'on n'a pas choisies, auxquelles au début on n'est pas intéressé, et c'est le risque, voilà, mais je pense que le discours ici, c'est donc, je ne peux pas vous dire, choisissez la licence sciences sanitaires et sociales en vœu 1 à Brest, même vous qui êtes particulièrement motivé, j'y crois pas. Néanmoins, si vous arrivez en licence sciences sanitaires et sociales, eh ben, j'espère que vous y trouverez du plaisir, un intérêt, et que ça pourra vous convenir par rapport à vos perspectives professionnelles. Moi, je veux juste revenir sur le taux d'échec, parce que je pense que ça vous fait un peu peur, mais je sais pas, enfin moi, en première année, j'ai pas eu ce ressenti-là, qu'il y ait autant de monde qui est échoué. Enfin, pour moi, j'ai l'impression de retrouver tous mes camarades. Ou alors ceux qui sont partis en lycée, parce que la question en première année, moi, quand je suis arrivée, on avait notre prof de communication qui nous a demandé de remplir une feuille. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous êtes en licence sciences sanitaires sociales? La plupart, c'est il faut essayer de rentrer en lycée après. Donc c'est vrai que ceux-là, ils sont partis en lycée, mais j'ai pas eu l'impression que... Après, peut-être que le niveau s'est dégradé sur les différents... Non, le niveau est assez stable, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus présentes au deuxième semestre parce qu'elles abandonnent, oui. Et donc elles viennent plus au TD, on ne les voit plus, ou elles viennent à un TD sur 2, en CM parce que ça ne les intéresse pas, ou qu'elles n'ont pas réussi le premier semestre. Et il y a une différence entre, quelque chose qu'on ne mesure pas, entre les inscrits officiels et les présents. C'est effectivement, officiellement, il y a 117 étudiants inscrits, mais il y a des étudiants que je découvre le jour du partiel, que je n'ai jamais vu. Donc c'est ça aussi la différence. Effectivement, vos camarades qui viennent en cours et qui sont en TD, ils pourront valider l'année, mais il y a une différence entre les inscrits, ça se vaut pour toutes les licences, les inscrits et ceux qui viennent en cours. D'autres questions peut-être? Alors, il y a une question qui est posée parfois. Est-ce que si on a envie de faire une partie de ses études à l'étranger, est-ce que c'est possible? Est-ce que sur la première année, sur la deuxième année ou sur la troisième année, on peut envisager une partie à l'étranger? Est-ce que vous avez les cas? Malheureusement, il n'y a pas de partenariat avec Erasmus. La plupart des licences ici ont un lien très fort avec Erasmus et c'est très facile, c'est institutionnalisé, il y a tant de place pour Erasmus, telle et telle université, tel et tel pays, et en licence sciences sanitaires et sociales, on n'a pas ça. Par contre, il y a un lien effectivement avec le Québec qui est fait. Donc là, il y a un peu plus de concurrence.
il va avoir une place, je crois qu'il y a 2 ou 4 places pour toute l'université. Mais en défendant votre dossier, on peut essayer de placer une étudiante pour un semestre ou une année au Québec, en L3. Mais voilà, par rapport aux perspectives dans d'autres disciplines, c'est très peu. Voilà. Alors que voilà, si vous êtes dans n'importe quelle licence, c'est assez facile d'aller faire un parcours Erasmus. Bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter des choses, Sofiane ou Tissem? Je ne sais pas ce qui a été dit au début. Mais si vous avez besoin, enfin, si je peux vous donner un contact et si vous avez d'autres questions qui viennent plus tard, ça ne me dérange pas du tout de dire que j'avais fait ça l'année dernière, si ça vous intéresse. Ah ben, c'est très intéressant, merci à vous, effectivement. Parce que je pense que ça va quand même beaucoup d'informations par beaucoup de temps. Donc je le disais, cette séance a été filmée et je vais vous montrer des petites choses sur le site de Cap Avenir, je me permets. Donc là, je suis sur le site de Cap Avenir, le service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'université. Et sur ce site, vous voyez que vous avez une rubrique lycéen futur étudiant. Et donc, dans cette rubrique lycéen futur étudiant, vous avez ici, hop, là où il y a la petite main, vous voyez qu'il y a les conférences InstaFac en replay. Si toutefois vous avez besoin de revoir celle-ci, elle sera disponible sur le site d'ici une semaine, je pense, le temps qu'on fasse le montage. Et puis, si vous voulez voir ce que sont devenus les étudiants ou les étudiantes qui ont fait la licence sciences sanitaires et sociales, vers quel type de master ils se sont dirigés, même si M. Braverman vous a donné un aperçu bien détaillé de ces différents types de masters. Vous pouvez également le retrouver ici dans Devenir des diplômés, où l'université mène des enquêtes pour savoir ce que sont devenus les étudiants, pardon. Donc là, si on cherche la licence, devenir des diplômés, donc je vais aller dans licence et je vais trouver, hop, tout en bas dans que sont-ils devenus. Alors la licence sciences sanitaires et sociales, elle est dans médecine et sciences de la santé. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, elle est là. Et là, vous trouvez un aperçu du taux de réussite des étudiants, la situation des étudiants, les poursuites d'études, les intitulés des formations suivies. Donc, on retrouve ce que nous a dit M. Braverman tout à l'heure. Donc voilà, un petit peu ces outils que vous avez sur le site de Cap Avenir et que vous pouvez prendre le temps de regarder tranquillement. Ça vous donne un aperçu général et complémentaire de ce qui vient d'être dit. Voilà. Donc nous, on reste à votre disposition si vous avez des questions plus particulières, plus individuelles. Et puis je vous remercie d'avoir assisté à cette séance. J'espère qu'elle aura répondu à vos objectifs. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi au sein de Cap Avenir si toutefois vous avez des questions, des interrogations. On est bien sûr à votre disposition. Vous avez sur le site de Cap Avenir nos coordonnées téléphoniques. Voilà. Je vous remercie.